Mesdames et messieurs, bonjour. La Journée mondiale des migrants et des réfugiés qui s'est déroulée dimanche 24 septembre 2023 à Dapaon, au nord du Togo. Nous avons eu le privilège de rencontrer M. Stanislas Nam Togli, chef de projet au Conseil épiscopal Justice et Paix, en sigle CEJP. Suivez la vidéo. C'est bien organisé, c'est pour tout ça là-bas. Moi, je me nomme l'état civil, Goloda Simple, immigrant, voilà. Je suis représentant des migrants de la je fais quoi? Je suis du corps médical, ensuite je vais à la clinique, je viens de Moi, c'est Youssou Boulé Ahmed, je suis juriste à la Cour de protection et sociale et chargé de projet de protection de résidence. Et moi, c'est Damien Katangé, je suis juriste social à CEJ. Je fais un doctorat en droit à l'Université de Lille. Il est arrivé dans ma matière de travail sur les questions de migration. Dans ce cas, je suis avec le secrétaire social pour intervenir avant comment peut-être insérer dans mon travail de faire des éléments et tirer de vos interventions. Moi, c'est Landipo Moulo. Je suis en termes de formation, j'ai fait études de la retraite migrant. J'ai quitté le Togo en 1984 pour le Maghreb pendant 3 ans avant de revenir en juillet 1987. Un peu avant que le fils ne commence par mettre en cause l'ordre établi par Chadli. Chadli Benjedi, c'est le président à l'époque. Après le tour du Kitsaya. Donc là, j'ai rencontré aussi des Congolais, actuels RDC, le fils de Okito, le collaborateur de Mumba. Je voulais rencontrer à tout temps. Je suis revenu et je suis actuellement syndicaliste. Je travaille dans le réseau syndical national pour la migration. Donc c'est bon. Donc de par mes penchants de migrants, je suis encore dans ce défi-là. C'est ce qui va travailler avec, c'est juste lors des forats qui organisent, peut-être du travail à me rencontrer. On travaille ensemble depuis l'année passée, ici, je vois comme la politique pour parler de mon expérience de migrants. Pour parler sur le sujet. Voilà. Non, moi c'est Jean-Paul Pantégou, je suis juriste, je travaille avec le père secrétaire permanent du Conseil de la justice et de Moi, c'est Françoise Munganga Malogo, de nationalité congolaise RDC. Je suis étudiante à l'Université de Lomé en sciences sociales, dans le département de psychologie. Je suis déjà dispensée, mais maintenant, cette année, je voulais encore faire le master en éducation ici à l'Université de Lomé. Donc, je suis représentante des communautés des réfugiés et demandeurs d'asile. C'est le RDC ici au Togo. Voilà. Moi, c'est refugé de Congo. Je suis coiffée. Moi, je m'appelle Mobé Gervais. Bon, au pays, j'avais fait la banque finance. Et je suis arrivé ici. Bon, je me débrouille dans la sécurité privée. Merci beaucoup. Je suis centrafricain, réfugié centrafricain ici. Merci beaucoup pour le tour de table et encore une fois bienvenue à Dapaon. Merci beaucoup. Chez nous, la question des réfugiés
c'était un terme qu'on utilisait pour qualifier les autres. Parce que c'était rare chez nous ici. C'était des gens qui étaient en transit. Voilà, ceux qui ils viennent passer pour aller à Lomé et puis repartent dans leur pays. Mais ce n'était pas vraiment des personnes déplacées ou réfugiées. Donc c'est avec l'avènement des attaques des groupes armés que notre pays a connu depuis novembre 2021 que la question des personnes déplacées, réfugiées, s'est posée. Alors avant ça, on avait commencé par recevoir quand même des parents. Vous savez, nous sommes à 35 km de la frontière avec le Burkina. Et de part et d'autre des deux pays, c'est les mêmes peuples. Et donc quand ça commence à chauffer de l'autre côté, voilà, les parents commencent par descendre pour dire ah, chez nous c'est vraiment compliqué et on voudrait vraiment trouver un endroit sûr pour pouvoir y résider. Donc, mais la question s'est amplifiée, comme je le disais, en novembre 2021, quand nous avons connu la première attaque. Ça veut dire que les groupes armés sont descendus du Burkina jusqu'à la frontière du Togo pour perpétrer la première attaque. Donc du coup, ceux qui sont du côté du Burkina, ils ont cette crainte-là, et en même temps, le premier village qui a été attaqué a commencé par se vider. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons jamais travaillé. Peut-être quand il y en avait, c'est le HCR qui venait s'occuper des personnes. Et là, comme c'est des parents, on ne peut plus attendre que le HCR arrive. Donc on les reçoit et on commence par faire ce qu'on peut faire en attendant que d'autres aides potentiellement extérieures puissent nous arriver. Donc quand la chose s'amplifiait, parce qu'il y a eu un mois courant 2022, un mois dans lequel on a eu jusqu'à 4 attaques, et du coup les déplacés au niveau interne aussi sont venus s'ajouter à ceux qui quittent le Burkina pour pouvoir rentrer. Donc, notre père évêque a réuni son collège et à l'issue de la réunion, ils ont décidé de mettre en place le comité d'assistance d'urgence le 21 juillet 2022. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'il a nommé certaines personnes. Nous sommes pratiquement 6 dans le comité et à qui il a ajouté l'économe biosimilaire. Donc la mission du comité était de sensibiliser les chrétiens du diocèse, mais aussi toute autre bonne volonté sur la question des migrants et des réfugiés. La sensibilisation était orientée sur l'accueil des personnes déplacées et aussi la générosité des bonnes volontés pour que quelqu'un puisse avoir vraiment être chaleureux, accueillir la personne, mais par manque de moyens, il ne pourra pas supporter la personne. Donc la particularité aussi, peut-être par rapport aux autres pays, c'est qu'il n'y a pas de camp pour les réfugiés. Tous les réfugiés et personnes déplacées vivent dans des familles d'accueil. Et donc, que ce soit l'Église ou le gouvernement, nous passons par ces familles-là pour pouvoir venir en aide à ces personnes déplacées ou migrants. Donc, quand nous avons commencé, nous nous sommes appuyés sur les paroisses pour pouvoir recenser les personnes déplacées. Et en 2022, c'était les paroisses de Mandouri qui se trouvent dans la préfecture de Punjab qui cumulaient le plus gros lot de réfugiés. Et progressivement, les paroisses de Saint-Cassé, de Nadjoundi et de Biancouri se sont ajoutées parce que les attaques étaient beaucoup plus fréquentes dans le nord-est du Togo. Et progressivement, c'est descendu jusqu'au nord-ouest. Du coup, toute la zone a failli être vidée. Donc, à l'heure où je vous parle, du côté du Burkina, dans la zone, c'est plus ou moins désert, il n'y a pas de personnes là-bas.
Donc c'est actuellement que progressivement certaines personnes commencent par retourner, mais avec vraiment la crainte, parce que la sécurité n'est pas encore optimale dans ces zones-là. Donc nous avons enregistré au niveau de l'église jusqu'à 8000 personnes qui sont des déplacés internes et ceux venus du Burkina. Donc nous nous basons sur des paroisses qui font le recensement. Et ces personnes, ça a leur nom et prénom avec leur famille d'accueil. Et généralement, quand nous faisons aussi des sensibilisations, quand on a une mobilisation en faveur de ces personnes déplacées, le comité essaie de voir en fonction des urgences dans quelle paroisse nous pourrons attribuer. Mais jusqu'à ce moment, nous avons déjà fait jusqu'à 4 ou 5 partages des ressources, que ce soit matérielles ou financières, que nous avons pu utiliser au profit de ces personnes déplacées. Alors, ceux qui sont nos partenaires, ce sont d'abord les chrétiens du diocèse, c'est aussi les chrétiens du Togo, parce que à la conférence des évêques, une note a été sortie pour sensibiliser tous les diocèses du Togo, de manifester leur solidarité pour le diocèse d'Abon, afin que nous puissions accueillir ou prendre en charge, ou contribuer à prendre en charge les personnes déplacées et migrants qui sont dans notre diocèse. Donc à la suite de cet appel de la conférence des évêques, nous avons reçu quand même un certain nombre de dons venant de l'OCDI au niveau national, venant des diocèses, venant des personnalités de façon individuelle et qui nous ont permis de pouvoir essayer de donner ce que nous pouvons aux paroisses vraiment qui ont le plus grand nombre. Alors, nous avions constaté au départ que c'était les paroisses frontalières avec le Burkina, ces paroisses dans lesquelles il y avait les personnes déplacées. Mais au fil du temps, vous savez, quand la situation continue par se dégrader de l'autre côté, on a retrouvé des paroisses au sud du diocèse, dans le douanier de Mango, où pas plus que il y a 2 semaines, plus de 400 personnes ont été recensées dans la zone. Voilà, et c'est essentiellement des gens qui sont à la recherche d'espaces cultivables. C'est-à-dire là où ils peuvent trouver au moins un champ, ne serait-ce que loué et exploité pour la survie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se débrouille ici avec eux. Et on passe, comme je le dis, par les familles d'accueil. Alors, tout récemment, nous avons eu, pour l'église, CRS Catholique Univers Service qui a initié un projet d'urgence avec le CDI pour pouvoir essayer de trouver de l'aide. Donc c'était un projet de 3 mois et ils essaient de cibler ces personnes, ces familles d'accueil. On fait généralement des transferts monétaires pour pouvoir subvenir aux besoins des restes. Voilà, une contribution aux besoins des personnes déplacées. Donc, voilà comment nous fonctionnons. Jusqu'alors, les dons continuent, que ce soit en vivre, en non-vivre. Voilà, les gens, ceux qui, à un moment donné, ont quelque chose à apporter. Et quand c'est consistant, le comité décide d'avancer ça pour que les curés et autres pasteurs puissent passer ça au niveau des paroisses. Voilà à peu près comment on fonctionne. Le quotidien des réfugiés, des déplacés, vous verrez ça avec eux demain, comment ils arrivent à survivre au sein des communautés. Parce que se déplacer en nombre pour venir, les conditions de vie ne sont pas vraiment ça. Surtout que le diocèse d'Afon est vraiment l'un des diocèses les plus défavorisés en termes de taux de pauvreté, voilà, dans l'ensemble du pays. Donc voilà un peu ce que nous faisons ici à Dafon pour aider un temps soit peu les questions des migrants et des personnes déplacées. Donc au-delà de ça, je pense que ce qui s'est fait ici au CDI sont dans l'aspect sensibilisation, parce qu'il faut que, au-delà de l'assistance matérielle, il y ait une cohabitation entre les personnes déplacées et puis les populations d'accueil pour que cette harmonie règne et qu'il n'y a pas de soucis. Voilà comment nous essayons de gérer à notre possibilité
la question des migrants et des réfugiés dans les deux sexes. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, on peut toujours poser pour mieux comprendre davantage ce qui est fait. Un peu la prise en charge parce que s'il n'est pas ouvert, c'est très compliqué. Il agit parfois. Et surtout, on a vu des personnes déplacées impliquées dans des connivences avec les groupes armés. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Parce que celui qui l'héberge même est exposé. On a eu un dans Péja, il était venu, on l'a accueilli, et puis après, bon, les enquêtes ont révélé qu'il avait des liens avec les groupes armés. Là, quand on te prend, tu passes directement dans l'administration linguistique. Pour qu'on enquête un peu, pour savoir un peu sur ta personne. Ceux qui ne sont pas vraiment transparents, c'est des petits distributeurs de sans domicile parce qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas ouvert. Personne ne va savoir. Est-ce que vous avez eu le cas de cette personne qui devait retourner chez eux pour retourner par exemple? Oui. Il y a eu des cas comme ça. Il y a des gens, même qui en saison des pluies là, c'est-à-dire même à contourner la sécurité pour retourner cultiver dans leur champ. C'est parce que entre temps il y a eu une attaque qui les a ciblés, c'est-à-dire ceux qui sont allés au champ. Voilà. Entre temps, les femmes n'avaient pas de soucis. Elles peuvent retourner, chercher ce qu'elles peuvent chercher et revenir. Mais entre temps, il y avait plus de distinguo, c'est-à-dire qu'on frappe tout le monde. Et là, les gens se sont retenus de faire des déplacements vers là. C'est ça qui a stabilisé les gens. Sinon, entre temps, les attaques étaient ciblées, ça concernait les hommes. Et quand c'est une femme, bon, on se laisse passer. Mais à un moment donné, quand on vient, on brûle les maisons, vous comprenez qu'il n'y a plus d'explosion. Pas forcément retourner chez lui, mais peut-être aussi aller à un endroit. Tu sais, on se sent plus en sécurité dans son pays, ou quand même plus à l'aise dans son pays qu'ailleurs. Voilà. Il peut quitter, pas forcément retourner chez lui, mais aller dans une autre contrée de son pays. Peut-être qu'il a trouvé du boulot ou bien une job qui lui permet de suivre la santé. Sinon, de retour, l'armée est en train de se déployer de l'autre côté du Burkina pour créer une confiance pour que les gens puissent revenir, mais c'est pas encore ça. Et puis là, on a parlé des dons en nature et puis des dons en argent donnés à ces déplacés. Mais dans leur fuite, il y a des déplacés qui ont commis des traumatismes. Prenons le cas des femmes qui sont violées par exemple. Il y a des hommes aussi parfois qui sont violés, mais ils ne sont pas ouverts. Est-ce qu'à votre niveau au nord, ici, vous avez une cellule pour les prendre psychologiquement en charge? En fait, c'est le plus grand problème. Donc, nous, on est spécialisé de la prière, quand on prie déjà, c'est un accompagnement psychologique. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a quand même des gens qui viennent s'investir de leur situation. Et l'évêque avait exhorté que les gens soient beaucoup plus proches de ces familles qui ont commis des traumatismes. Voilà. Quand on essaie de les identifier au niveau des paroisses, de temps en temps, c'est très dur de prier avec eux, de les accompagner pour s'adapter à la. Je pense que ceux qui ont vraiment des lésions, il y a aussi l'État qui les accompagne un peu dans il faut que tu déclares d'abord. Voilà. Quand tu déclares, tu exprimes ton truc, on essaie de trouver une solution à part ça. Mais au niveau de l'église, c'est l'accompagnement de la pastorale qui doit permettre de pouvoir faire Seigneur, je vais vous féliciter pour vraiment tout ce que vous faites. On voit que c'est ingénieux, c'est nouveau. Et c'est aussi, ça passe beaucoup non seulement pour nous qui sommes dans ce domaine de migrants réfugiés. Alors, avec votre expérience, qu'est-ce que vous allez vous dire comme peut-être pour conclure, quel conseil nous donnez-nous qui pourront conclure aider nos frères et sœurs qui subissent cette formation comme des réfugiés, migrants et comme ça? Non, dites-moi, vous donnez quel conseil? Comment est-ce qu'ils font?
Et de travailler à éviter les injustices. Et de travailler à éviter les injustices, à avoir la paix. Et les injustices dans le nord ici, c'était quoi? C'est des zones complètement délaissées, des situations où il y a la précarité. Là, quand il y a de ces situations, ça crée forcément des conflits. Et ces conflits qui amènent des personnes déplacées. Vous voyez. Donc, quand il n'y a pas d'injustice, ça crée moins de tension. Et même s'il y a des déconvenus, ça peut se résoudre très facilement. Voilà. Et il vaut mieux travailler pour la paix que de laisser la paix se dégrader pour gérer des personnes déplacées. Vous voyez. Donc, je pense que c'est un peu ça. On n'en finit pas. Osez. On n'en finit pas. Vous avez eu ou pas reçu les injustices? C'était toi-même qui es dit. Parce que le contact avec eux, ouvert, c'est que vous avez des relations. Et c'est quand vous avez des relations, vous avez des problèmes. Ils sont avec nous. Ouais, je ne peux pas les dire. Voilà, ils sont avec nous. C'est pourquoi le message est chose. Quand ici nous sommes entre nous, mais au dehors on ne parle pas d'eux. Parce que si c'est pas où il est. C'est pas où il est. Des mesures de prudence, de précaution. On parle beaucoup plus de groupes armés même que de djihadistes, parce que ça semble être discriminatoire. Alors, la sensibilisation par rapport à ce qu'on dit, c'est beaucoup plus les jeunes, les moins jeunes qui sont accueillis et bien fait. Personnes âgées, femmes et enfants. Puisque ceux qui peuvent courir, ils continuent. Voilà. Les jeunes vont en aventure, c'est généralement des femmes et des enfants qui sont beaucoup plus maintenant des personnes âgées. Je dis que la dernière fois qu'on a fait en qu'on a fait. Donc les aides viennent progressivement. Je n'ai pas le total, mais la dernière fois qu'on a discuté, nous étions en 9 millions 354 000. Troisième discussion sur ce montant. C'est ça. Et ce que nous avons fait, ça c'est différent du transfert militaire que l'appui avec CRF est en train de se faire. Mais ça c'est des montants qu'on a pu mobiliser au niveau des paroisses, des diocèses, venant d'autres à l'intérieur du pays. Maintenant, il y a aussi lié en matériel, que ce soit les riz, les chaussures, les habits, les dents mobilité, donc voilà comment on fait. Nous, on est là, quand le président de responsable convoque la réunion, il nous donne le montant disponible et on essaie de voir, on fait l'estimation sur une paroisse ou deux paroisses en fonction de la consistance de la réunion. Bon, le temps est en train d'avancer. Chaque mois, il y a une réunion qui est faite pour voir ce que tout le monde a fait sur le terrain dans le mois. Donc ça permet de partager les interventions et d'orienter un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc que ce soit l'église ou les autres associations ou mouvements, c'est la personne déplacée. Il y en a qui sont musulmans, chrétiens ou de quelque nationalité que ce soit. Voilà. Et puis dès que vous tombez dans nos répertoires, vous êtes pris en charge dans la mesure des événements. J'ai une question. Ma question concernant les aides aussi apportées à ces déplacés. Je pose cette question à vous directement. Pensez-vous vraiment que ces aides-là arrivent à soulager ces personnes qui arrivent à bon port?
Et est-ce que vous essayez au moins dans ces là de les responsabiliser ou pas? Parce que pourquoi je parle, je prends toujours notre cas. On nous fait des interviews, on nous demande qu'est-ce que vous voulez, donc présenter des dossiers à mener. Ce qu'on veut nous-mêmes, on pensait que c'est ça, peut-être, qui allait nous aider à sortir un peu de nos difficultés. Mais parfois, quand c'est amené, on dépose de côté et on nous impose quelque chose qui ne va même pas nous aider. Mais le cas du nom, comment ça se passe? Je vous dis ce que je sais, Pour l'Église, nous avons recensé les familles d'accueil, c'est-à-dire on recense la famille et on recense le nombre de personnes que la famille a en charge. Quand il y a un don, nous appelons le responsable de la famille plus une personne prise en charge. Et on remet en main ce que nous avons. Là, on est sûr. C'est-à-dire que si on appelait le chef de famille, le bien ou bien la chose peut être détournée. Mais quand c'est accompagné, quand on vient à la maison, il y a un compte rendu qui est fait et puis l'usage est fait de ce que nous avons donné. Aussi, l'autre aide que nous avons eu, nous avons dit transfert monétaire. C'est le numéro de téléphone, c'est-à-dire que l'argent vient directement sur le compte de la personne déplacée. On est sûr que ça passe. Bon, maintenant, pour les autres organisations, je ne maîtrise pas, mais je vois des séances de distribution de livres qu'on fait aux personnes déplacées. Voilà, tu ne sauras pas qu'est-ce qui a été demandé, qu'est-ce qui n'a pas été demandé. Voilà, c'est ce qu'on voit, on essaie d'argumenter. Ici, à l'instant où nous sommes, on vous demandait peut-être de proposer des améliorations, des choses qu'il faut améliorer pour que ça soit beaucoup plus intéressant pour les personnes déplacées. Alors, améliorer pour que les personnes déplacées puissent vivre convenablement et d'améliorer les contributions, c'est-à-dire que les partenaires augmentent davantage leur générosité pour qu'on puisse venir en aide aux personnes déplacées. Et aussi que l'organisation de la distribution se fasse de telle sorte que les biens ou les aides tombent directement dans les mains des personnes déplacées, mais aussi que les déplacés puissent s'organiser en pays ou en corporation, de telle sorte que ça soit beaucoup plus structuré pour que dès qu'on a besoin d'un groupe, on puisse le retrouver plus facilement. Alors, et aussi demander aux personnes déplacées de communiquer leurs mouvements pour qu'on sache, qu'on actualise au fur et à mesure des statistiques. Parce qu'on peut se retrouver avec 10 000 aujourd'hui, le lendemain c'est 5 000, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que moi je propose comme des stratégies d'amélioration pour que les personnes Ça, mais ça veut dire comme vous avez dit, comme sous distribué tout en Ok. En termes de sous, je pense que quand on fait au niveau de l'église, c'est les dons en Afrique qui étaient plus conséquents. Les aussi qui peuvent intervenir, vous aider, mais après tout ce qui sont dit ça pour espérer avoir des poids dans les données expliquées sur Internet. Est-ce que vous ne prenez pas une considération des politiques par rapport à la vie? Parce que vous avez beaucoup de la famille, ce que vous touchez, il y a les mères, il y a la maison. En tout cas, les gens politiques qui ont besoin parfois de récupérer ce qu'ils font à votre niveau pour espérer avoir plus de pouvoir dans les données. Non, ça
nous sommes en situation d'urgence. Vous voyez, donner à manger ou dormir, c'est une urgence. Et donc, quand nous lançons l'appel, il y a des gens qui viennent à travers nous. Il y a aussi des gens qui entendent à travers nos différentes sensibilisations qu'il y a vraiment des gens qui sont ici qui sont dans la nécessité. Et ils vont directement vers ces personnes. Vous voyez. Pour nous, ce n'est pas qu'on donne à manger à quelqu'un. On sait qu'il peut y avoir des récupérations ou bien des idées, d'autres connotations, mais pour le moment, c'est une question d'urgence. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas où dormir, qui n'a pas de quoi manger, vous ne pouvez pas raisonner avec lui. Vous voyez. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont sorties tout dernièrement avec le recensement électoral. Les prévisions de la CENI ont été au-delà des attentes et les gens ont imputé ça à la question des personnes déplacées. Mais la plupart de ceux qui sont revenus, qui sont de Togolais, pouvaient se faire recenser. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de choix. Quelqu'un vient des Togolais, il y a la naissance, il y a l'ancienne carte, peut-être que c'est pour des raisons qu'il est allé. Ils sont venus se faire recenser. Oui, les difficultés pour enregistrer, il y en a. C'est-à-dire que si vous voulez faire le recensement des personnes déplacées, c'est compliqué avec le gouvernement. Il voudrait être le seul filaire des statistiques concernant les personnes déplacées. Alors, vous savez, l'Église, nous aussi, nous sommes pratiquement un État. On a nos démembrements. Avec les démembrements que nous, on arrive à pouvoir recenser ce qu'on peut recenser. Le chiffre avancé n'est pas le chiffre exact. Le gouvernement travaille, l'ANPC, et en collaboration avec le système des Nations Unies, a entrepris des séances d'identification de recensement des personnes déplacées. Mais pour trouver les statistiques officielles, c'est un peu compliqué. Je pense qu'à un conseil des ministres ou à un interview du chef de l'État, il parlait de 12 000 à la personne déplacée de façon générale, mais trouver des agrégés en hommes, femmes, enfants, c'est un peu compliqué. Donc, les chiffres que nous avons, c'est les chiffres sur lesquels nous nous sommes appuyés sur nos démembrements pour pouvoir avoir le recensement. Mais c'est qu'au fur et à mesure, ça s'actualise. Oui. Première question. Vous avez dit votre mission de sensibiliser. Quelle est la périodicité? Vous le faites chaque mois, chaque semaine, vous offrez de rencontrer. Vous savez quelle fois vous programmez la rencontre? C'est ça. Le comité est au niveau diocèse. Et donc, quand nous avons un message à passer, c'est une lettre qui sort et qui est envoyée dans les 20 paroisses du diocèse. Donc, et nous avons aussi, au-delà des lettres pastorales, nous avons des émissions radio que nous organisons. Il n'y a pas une périodicité, mais à chaque moment que le besoin se fait sentir, parce que, par exemple, quand nous avons des dons qu'on veut ventiler, voilà, ça se fait, la sensibilisation se fait au niveau de la radio Maria, et ensuite au niveau des paroisses, lors des messes et par les démembrements du CEJP et de l'OCDI pour que le message puisse passer. Donc je pense que la sensibilisation est constante. Mais la sensibilisation du comité, là ça se fait par l'autre et par des émissions radio. Mais au niveau de justice et paix et puis de l'OCDI, au niveau paroissial, je pense que chaque mois, il y a quand même nos hommes qui sortent pour sensibiliser sur la communication pacifique entre personnes déplacées et les populations autochtones. Merci de votre présentation. Une autre question. Par rapport à ces personnes déplacées, il y a quand même une nationalité. Vous avez dit que la défense pays a encore une nationalité pour les pays de personnes. C'est ça. Bon, avec les organisations que nous avons, avec les
les autorités, nous avons les personnes déplacées internes. C'est-à-dire des gens qui étaient à la frontière, qui ont subi des attaques et qui se sont repliés. Voilà. Nous avons des personnes venues du Burkina. Voilà, ça c'est eux le gros lot. Essentiellement c'est des Burkinabés, voilà, qui sont là. Mais c'est pas rare de trouver aussi des Maliens dans le lot des déplacés. Mais le gros lot c'est vraiment Burkinabés qui sont là actuellement comme personnes déplacées et plus maintenant les déplacés indiens. Oui. Qu'est-ce qui a motivé le fait de recevoir ces réfugiés dans des familles d'accueil plutôt que de les mettre dans des camps? Ok. Je pense que le conflit que nous vivons est quelque chose que l'État au niveau sécuritaire ne maîtrise pas trop. Et donc, il a été dit que quand on est des gens dans une base, pourrait les exposer davantage que les mettre en famille. Donc, le camp, la région de Savane est quand même vaste, mais un camp pourrait être la cible d'une attaque. Et ça ne contribuerait qu'à dégrader davantage la situation sécuritaire. Mais du moment où les gens sont dispersés, c'est des personnes vulnérables qui sont dispersées, on ne peut pas cibler un grand nombre comme ça. Voilà. Donc ce qui a fait que l'État a encouragé vraiment les populations à être vraiment réceptives, à héberger des gens, et on a mis quand même des conditions d'identification, de signalement et puis tout consort pour que toute personne de nationalité étrangère qui vient soit identifiée auprès des autorités pour qu'il n'y a pas de soucis après. Genre les familles d'accueil sont rémunérées? Les familles d'accueil, c'est ce que je disais, de part et d'autre de la frontière, ce sont des parents. Est-ce que vous voyez? Donc les gens viennent d'abord chez leurs parents. Maintenant, ceux qui n'ont pas de parents, c'est des gens qui ont quitté pour venir louer. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui sont venus chez des parents, on identifie les familles d'accueil là. Et quand il y a de l'aide, c'est directement aux familles d'accueil que l'aide est faite, pour qu'ils puissent prendre en charge ces personnes. Voilà. Justement, dans ce sens-là, oui. C'est les familles d'accueil ou c'est des communautés d'accueil? Ça veut dire que c'est les couples hommes-femmes d'accueil les personnes déplacées ou c'est des communautés divisées par exemple qui accueillent les personnes? Non, non, c'est des femmes. C'est des femmes. Oui. Oui. Tu viens de dire que c'est l'Église qui organise. Et quel est l'apport de l'État? Quelle est votre collaboration dans la gestion avec l'État? Est-ce que vous collaborez avec l'État dans la gestion de cette mission ou bien comment l'État, quelle est votre collaboration avec l'État? Je pense que nous avons de très bonnes relations avec l'État. L'État mobilise aussi des ressources et des dons à travers des organismes internationaux ou nationaux pour pouvoir venir en aide à ces personnes déplacées. Nous, en tant qu'Église, à travers l'OCDI, membre de la plateforme de gestion des risques de catastrophe, et à travers les réunions aussi de l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, nous essayons de voir dans quelle mesure nous allons faire des synergies d'action pour que la question des déplacés soit traitée avec efficacité. Donc, quand nous avons quelque chose, on informe l'État. Et quand l'État aussi a quelque chose, il nous informe. Et ce n'est pas aussi souvent exclu que certaines personnalités, ce n'est pas l'État, mais des personnalités publiques puissent aussi nous donner de l'aide pour qu'on puisse venir en aide à ces personnes déplacées. Donc voilà comment nous fonctionnons. Nous travaillons en tant qu'Église sur les questions des migrants et des réfugiés, mais l'État aussi fait sa part.
question par rapport à la particularité là, le fait que ce soit uniquement des familles d'accueil qui ont accepté de tous les dangers de la question du plastique. La première question, vous avez dit que le plus souvent c'est ceux qui ont subi des traumatismes de l'extérieur qui préfèrent venir visiter leur famille que les accueils. Ça vous dire que comme connu. Maintenant, pour ceux-là qui sont inconnus par une personne déplacée, c'est la personne ici qui est au Togo ou bien une famille d'accueil. Est-ce qu'il y a des familles qui acceptent de accueillir, même si ne connaissent pas? Comment vous gérez ça? Oui, bon, le fait même de, même si le fait de louer la chambre, c'est déjà accueillir la personne. Parce que un discours peut être tenu pour qu'une nationalité soit indésirable tout de suite. Mais malgré que le fait qu'il y a de la guerre là-bas, il y a le tout, mais quand les gens viennent pour dire, ah, nous sommes des personnes déplacées, on voudrait voir s'il y a une chambre qu'on va louer. Donc, c'est facilement, les gens les donnent de la chambre pour louer. Mais ceux qui ont des relations de famille, eux, ils viennent carrément en famille. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, même quand tu l'accueilles, tu le loues, tu l'aides à se faire signaler au niveau des autorités pour que demain, il n'y a pas de soucis. Et généralement, ceux qui viennent louer ne sont pas ceux qui sont sur place. Ils viennent louer, ils déposent leur famille et repartent au pays. Mais celui qui est, toi qui es le maisonnier, c'est toi qui s'occupe désormais d'eux. C'est vrai. Donc voilà comment ça marche. Ma question est de savoir si c'est le déplacé qui vient dans une conduite, ou soit c'est en famille ou bien qui fait acheté par une famille d'accueil. Bon, c'est pas plus facile de celui qui est au pays pour venir dans un pays pour demander l'asile. Est-ce que la cohabitation se passe toujours de manière c'est-à-dire est-ce que le parent qui accueille ou bien la famille qui accueille rend l'agrément vraiment très agréable pour que celui-là même qui a quitté son pays alors que toutes ces difficultés se sentent vraiment à l'aise au point où il peut peut-être vouloir rester ici ou autre. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez eu des cas où les gens sont venus qui sont en l'aise de parler? Oui, on a quand même les feedbacks. C'est que notre crise est récente et vous voyez, dès qu'il y a incident, les mouvements de personnes commencent. Et quand ils viennent, c'est-à-dire que si c'est de façon brute que les gens quittent pour venir, tout de suite quand on les voit, on les conduit chez l'autorité pour se faire identifier. Et maintenant, de fil à aiguille, s'il y a une relation de parenté avec quelqu'un, on peut les orienter vers tel ou tel village où ils ont vraiment des parents. S'il n'y a pas de relation de parenté, c'est en ce moment qu'on essaie de poser la question sur comment ils pensent vivre dans la communauté. Et c'est à ce niveau que certaines personnes se disent, ah, nous, si on trouvait une chambre, on pouvait louer et pouvoir y vivre. Et comme ça, on facilite quand même l'obtention d'un logement pour qu'ils trouvent très rapidement là où ils vont dormir. Vous voyez. Maintenant, la cohabitation ne peut pas être aussi harmonieuse que nous le pensons. Il y a quand même des difficultés parce que même ceux qui sont parents, vous voyez, quand ils arrivent, c'est une pression qu'ils mettent quand même sur les parents. Donc, il faut gérer des petites difficultés et s'adapter. Nous avons eu certaines questions liées au champ, même les déplacés qui sont internes, quand ils reviennent, voilà, ça fait une pression sur l'économie au niveau familial et il y a de ces difficultés-là qui expliquent. Mais je pense qu'avec les sensibilisations, il y a cet effort qui est fait pour supporter en attendant que l'aide des autorités et puis des partenaires puisse arriver. Mais jusqu'à présent, on n'a pas signalé un incident violent qui implique personnes déplacées et familles d'accueil. Oui. Nous, dans nos relations avec ces migrants ou déplacés, parfois quand ils sont enlevés, nous sommes rendus aussi à Palimé pour rencontrer certains déplacés.
il revient souvent, c'est pour lui apporter quelques éléments de réponse, que si certaines mésententes naissent, elles sont rapidement gérées par les responsables de communauté à qui on fait souvent recours. Et la plupart du temps, là où les conflits, si on peut l'appeler comme ça, qui ont tendance à naître, c'est par rapport aux déplacés qui veulent avoir des activités champêtres. Ou bien, ici, les gens se déplacent suite à ces conflits, mais une fois le déplacement fait, certains viennent avec le bétail. C'est ça. Ils conversent carrément avec le bétail au Togo. Et comme ils sont des nomades en quelque sorte, le bétail arrive à brouter les cultures des sédentaires. C'est ce qui crée des conflits parfois entre eux. Mais la cohabitation dans les maisons simplement, ça ne ressort pas tellement. Ce n'est pas si flagrant comme si ce qui se passe entre les déplacés éleveurs et les sédentaires agriculteurs. Il faut dire que nos autorités n'arrivent pas à très bien gérer la question. Quand vous allez, il y a des frustrations de part et d'autre. Soit c'est l'agriculteur qui est frustré parce qu'on a donné raison au mouvier, qui a été obligé de se déplacer. Sous prétexte que le Togo est un pays d'accueil. Et que la personne ayant fui une guerre ne peut plus tomber dans les affres de conflit ici. Mais nous essayons de comprendre et de jouer à ce que le conflit ne soit pas étendu. Comme il a si bien dit, au niveau de chaque famille, il y a des conflits. Quand vous êtes des frères et sœurs, même que quelqu'un se déplace de Lomé pour venir ici à Dapon, que moi je vais vivre dans votre maison, ce n'est pas évident que ça se passe comme on l'était à la poste. Et quand la personne loue, il y a aussi ce que nous appelons les conflits en matière de religion, en matière de croyance. Ceux-là qui viennent peuvent tomber sur des gens qui ont déjà certaines croyances religieuses et qui trouvent que l'autre qui est arrivé au fil du temps commence par en faire du trop. Mais très souvent, c'est des conflits qui ne durent pas. Ou parfois, si ça va durer, c'est le locataire qui cherche à quitter les lieux pour aller trouver mieux ailleurs. Et ils ne sont pas renvoyés à leur lieu de départ d'origine. Il faut dire que quand nous parlons ici, on a plus la communauté Moti. Ils se connaissent. C'est le colonisateur qui est venu mettre une barrière entre nous avec du crayon et des règles. Pour dire que toi tu es togolais, toi tu es voltaïque. Ce sont les mêmes communautés. Quand vous quittez ici, vous arrivez à Saint-Cassé, vous arrivez à Bidjou, c'est la même communauté que vous rencontrez de l'autre côté. C'est la même famille qui a été divisée. Je ne parle pas de communauté seulement, c'est la même famille qui a été divisée en deux, votre dit. Donc quand il y a de l'abus quelque part, on dit mais mon frère, reviens. Donc voilà ce que je peux dire pour contribuer à la discussion. Lors de vos explications, vous avez fait un lien entre les communautés religieuses et les personnes déplacées. J'aimerais bien comprendre cela. Est-ce que lorsque les personnes se déplacent bien, est-ce qu'ils sont confiés à des communautés précises qui les aident à être peut-être dans des familles d'accueil ou bien se loger? Bon, vous savez que ce soit les chrétiens ou bien les musulmans, là où il y a une église ou une mosquée, on se dit que c'est un endroit de charité par excellence. Donc, tout de suite, quand c'est chaud, les gens n'hésitent pas directement à venir à la mosquée ou bien à l'église pour demander de l'aide. Donc, du coup, quand c'est fait, bon, vous avez des personnes sous la main. Vous êtes obligé de les gérer.
Voilà. Généralement, les gens arrivent directement au niveau de l'ECD disant ah, nous nous sommes déplacés, on voulait voir si vous n'avez pas quelque chose pour nous donner. Donc, quand ils arrivent comme ça, on essaie de voir dans quel quartier ils vivent, ils sont rattachés à quelle paroisse, et on les renvoie au niveau de la paroisse. Et c'est la paroisse qui, à travers les CCD, facilite leur chose pour qu'ils puissent se retrouver quelque part. Et quand c'est ça, bon, maintenant, l'aide au niveau matériel, à chaud, la paroisse arrive à donner quelque chose, et maintenant, au fur et à mesure des mobilisations, ils sont enregistrés et on les accompagne. Et comme nous travaillons aussi avec l'État, dès que c'est chaud à notre niveau, on communique directement avec l'État pour voir si quelque chose peut être fait dans ce sens. Donc, je pense qu'au niveau des déplacés, ils commencent aussi à s'organiser, comme les autres sont en train de le faire, en termes de représentants, pour que s'il y a un souci, si c'est un Burkinabé, qu'on puisse s'adresser à telle personne, et qu'il essaye de nous aider à pouvoir résoudre la situation. Oui, docteur. Oui. Sur le plan sanitaire, ces déplacés réfugiés migrants sont-ils pratiquement pris en compte par nos unités de soins, ou bien il y a des difficultés? Je le dis parce que lors de nos tournées, le Togo en fait des ateliers de formation sur quand on voulait mettre en place l'assurance maladie universelle. Il est apparu qu'au Togo, tout le monde doit être soigné, qu'il soit citoyen togolais ou résident tout simple. Pourquoi ça doit être fait ainsi? Parce que même le réfugié qui est là, le déplacé qui est là, et s'il a une maladie contagieuse et qu'il n'est pas soigné, c'est le Togolais ou soit un Togolais qui vont être contaminés. Donc on prend ensemble, on prend tout le monde, c'est ce qui nous est revenu. Mais je veux savoir ici, là, est-ce que cette approche est utilisée pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre réfugiés, même internes, et population autochtone? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, il peut arriver qu'un réfugié, qu'une réfugiée sur le territoire togolais accouche. Quelles sont les conditions qui sont offertes à cette femme et au nouveau-né? Si vous avez des exemples. Bon, je pense que la question de santé, et comme vous le dites, il y a cette tendance à aller vers la couverture maladie universelle. Mais la chose n'est pas encore effective, voilà, dans les communautés. Et je pense que ceux qui sont plus ou moins organisés, ceux qui le bénéficient, les personnes déplacées qui viennent d'arriver ne bénéficient pas encore de cela. Et je pense que ce qui est fait au niveau de l'État, c'est la mise en place d'une structure sociale au niveau des formations sanitaires. Et là, je pense que c'est au niveau du CACF d'Apparence qu'il y a le service de l'action sociale qui est là. Et quand il y a vraiment des situations comme ça, ils essaient de contribuer. Voilà. Ils ne prennent pas en charge tous les soins, mais ils donnent une contribution pour la personne. Voilà ce que je sais. Voilà. Et il y a aussi parfois des cas. Bon, je pense qu'on n'a pas encore reçu des cas de déplacés. Ceux qui ont été blessés, c'est-à-dire lors des attaques qui avaient été prises en charge par l'État. Voilà. Quand on les a pris, quand ils viennent avec une blessure, ils se prennent, ils s'envoient au CHR, on se soigne, voilà, gratuitement. Voilà. Mais après ça, c'est l'action sociale qui essaie de donner des contributions pour les soins des personnes de ça. D'accouchement, on n'a pas encore été saisi de cette affaire. Je pense qu'ils traitent directement avec l'État quand la personne accouche. Il y a l'opération Karma ou Wezou pour les femmes enceintes.
Voilà, je pense que pour la césarienne, il faut contribuer avec 10 000 francs. Voilà, et tout le kit est acheté et on le fait. Maintenant, pour les frais d'hospitalisation, là, le service de l'action sociale peut prendre une partie et le reste est supporté par la personne déplacée. J'avoue que avec dans vous avez fait une mention de la coopération entre vous et l'État. Moi, ma préoccupation est de savoir, est-ce que les choses se passent plus bien entre vous? Parce que je ne veux pas dire que je dois vouloir dire que je fais plus ou bien moins. Je ne veux pas être pétiné. Voilà, parce que l'État c'est l'État. Vous c'est une structure catholique. Ok? En voulant peut-être faire tout que l'État peut-être va se sentir un peu lésé quelque part. Donc je veux savoir si la coopération entre vous et l'État se passe tout bien au point où vous attendez, si vous avez une requête à leur niveau. Est-ce que cela est répondu de manière favorable ou bien, je ne sais pas, donc dites-moi si c'est se passe en vous. C'est comme le Mali, la France au Mali, dans tous les cas, il y a toujours le défunt dedans. Voilà, dites-moi si les choses se passent bien. Je peux compléter? Oui. Et dans ce cas, les déplacés font face à des difficultés. Est-ce que quand vous n'avez pas les moyens pour intervenir et quand vous vous référez à l'État, pensez-vous vraiment que l'État agisse vite? Parce que je peux vous dire, il y a bientôt 1 an, l'État nous avait appelé à travers l'organe, la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés. Ils nous ont demandé quelles sont nos préoccupations, les problèmes qu'on a rencontrés, est-ce que la cohabitation ça se passe bien avec nos bailleurs, tout ça. On a expliqué, mais jusqu'à aujourd'hui, bientôt 1 an, il n'y a eu aucune réponse. On ne nous a même pas rappelé pour nous dire ce que l'État a décidé pour nous venir en aide. Parce que je suis dans un cas où, depuis quelque temps, la propriété de notre maison, je peux vous dire, nous sommes les premiers à payer le loyer. Et nous nous comportons bien, parce que dans la maison, on a fait 8 ans et demi. Mais cette dernière, elle a commencé à nous persécuter. Moi-même, je suis allé, je leur ai expliqué les problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne réagissent pas. Et personne n'est venu même à la maison pour vérifier ce que je leur ai dit. Donc c'est dans ça que je suis actuellement. Je ne sais pas où mettre la tête. Vous savez qu'au niveau de l'État, il y a des questions de procédure qui sont là et la réactivité n'est pas aussi à la hauteur comme on le veut, mais c'est une question de programmation. Je pense que le style de mettre les gens ou d'encourager les populations à accueillir des personnes a diminuer un tout petit peu la pression qu'il devait avoir au niveau de l'État en termes de prise en charge des personnes déplacées. Parce que celui avec qui tu vis, bon, si la personne est vraiment dans une situation compliquée, on essaie de faire quelque chose. Et là, l'État, ce n'est pas, là-bas, tu ne peux pas venir comme ça et puis on te rend en même temps le service. Donc, toutes les questions de doléances qu'on pose, de programmation, et au fur et à mesure, on avance. Donc, je pense que le service le plus ou moins prompt à réagir, c'est l'action sociale. Donc, eux, ils ont souvent certaines dotations qui leur permettent d'avoir quelque chose à leur portée qui puissent réagir automatiquement. Mais l'organisation étatique elle-même, en tout cas, c'est toute la procédure qu'on suit pour pouvoir venir en aide aux personnes déplacées. C'est un peu ça. Oui. Vous parlez de l'État. Je voudrais savoir, quel est votre interlocuteur? C'est l'action sociale, parce que les militaires qui sont là. L'État, c'est qui en fait? Quels sont les sujets de l'État qui vous touchez pour bien faire les personnes déplacées? Ok. Je pense qu'en l'état actuel, ceux avec qui nous traitons, c'est l'Agence nationale de la protection civile, c'est le CIPLEV, c'est l'action sociale, c'est les préfets et maires. Voilà ceux qu'on appelle l'État. Maintenant, pour les questions de sécurité, il y a les forces armées qui sont là. Et les remontées d'informations se font du chef du village, du chef quartier, jusqu'au niveau préfet. Que vous voyez. Donc voilà ceux avec qui nous interagissons pour pouvoir trouver des solutions. Par rapport à personnes déplacées, est-ce que vous avez des personnes privilégiées? Par exemple, on va d'abord privilégier le centre et les enfants. Où c'est le cas avec les enfants? Est-ce que l'éducation, la scolarisation est prise en compte? Comment vous
Oui, je pense que pour l'intervention de l'Église, nous n'avons pas de priorité tout de suite. Parce que l'assistance que nous donnons, c'est des non-vifs et des vifs, et aussi des numéraires. Voilà, donc on donne directement à la famille. C'est ce que vous voyez. Maintenant, pour la question des enfants, des femmes, et en ce qui concerne la scolarisation, au début de chaque année, l'État, à travers le ministère de l'Action sociale, fait don d'équipe. Je pense qu'ils ont fait récemment, ça ne fait pas encore 3 jours, ici à Dakar, à ces enfants déplacés, des personnes déplacées pour qu'ils puissent reprendre l'école. Et au-delà de ça, il y a aussi de bonnes volontés, il y a aussi des politiques qui essaient de donner notre père la suite vraiment de la dégradation de la situation sécuritaire.